Oui, merci beaucoup. Et je dois dire, je trouve ça toujours difficile de revenir sur cette période et difficile juste après le film pour des raisons qui sont liées au sujet lui-même. Parce que pour revenir sur cette période révolutionnaire, en même temps, quand on est historien, ce qui est mon cas, on essaye en même temps de restituer l'enthousiasme de l'époque et l'enthousiasme des acteurs et en rendre compte comme d'une réalité historique importante. Et en même temps, comme historien, on essaye aussi de ne pas être complètement pris dans l'enthousiasme, de ne pas se faire avoir aussi par ce qui est aussi de la mise en scène et du dispositif destiné à mobiliser les foules. Enfin, c'est pas très utile que 50 ans après, nous aussi, on soit mobilisés. Mais en même temps, il y a à la fois à rendre la réalité de ce qui se passe à l'époque, à prendre nos distances et à comprendre aujourd'hui pourquoi en 2016, les uns et les autres à des positions différentes, ça nous passionne ou ça nous fascine plus qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et je trouve que c'est la question que pose assez clairement Bouchra Khalili avec ces deux personnages qui s'interrogent en même temps ou qui réfléchissent sur pourquoi il y a aujourd'hui de l'intérêt pour cette période ou un intérêt renouvelé pour cette période. Et c'est là-dessus que je voudrais commencer. Pourquoi en Algérie on sent, c'est pas un mouvement spectaculaire, mais quand même un regain d'intérêt, en particulier pour les années 60 et les années 70, qui se traduit aussi dans la recherche, mais qui est à la fois une curiosité, une nostalgie et presque une surprise de redécouvrir cette période. Et il me semble qu'un des éléments de la surprise qui est vraiment bien mise en scène dans le film de Bouchra Khalili, c'est l'idée que dans cette période, et contrairement au présent, l'Algérie est en phase avec l'Afrique, l'Algérie est en phase avec le tiers-monde et de plusieurs façons. Elle est en phase parce qu'on est quelques années après son indépendance et que son indépendance, qu'on le veuille ou non, et c'est dit par Mandela, est le chef-d'œuvre des indépendances, sert de modèle aux indépendances, a une influence directe, matérielle ou symbolique sur les indépendances qui restent à venir, mais aussi sur les indépendances passées et la façon dont on les raconte. Je pense juste à un film qui est le film de Youssef Chahine, Gamil Al-Gazaïri, qui aujourd'hui est un film absolument inregardable parce qu'il représente une Algérie où Youssef Chahine n'avait jamais mis les pieds, mais qui est un succès incroyable du cinéma égyptien qui met en scène l'héroïsme de Jamila Bouhired sous la forme d'une bluette un peu étrange, mais dont le succès révèle l'impact de l'indépendance algérienne. Et je disais modèle narratif parce que ça pose une façon de raconter les indépendances où les choses doivent être quand même bien claires, où on a une colonisation, El Hulm El Mouz'ij que évoque le personnage, le cauchemar sombre de l'indépendance, le cauchemar de la colonisation, pardon, suivi de la guerre, suivi de l'indépendance, de préférence dans cet ordre-là. Et dans les pays qui n'ont pas connu les choses dans cet ordre-là, il y a une petite tendance à re-raconter les choses pour mettre le récit en ordre suivant ce modèle. Je pense qu'il y a aussi un étonnement face à la connexion de l'Algérie avec le reste du tiers-monde parce qu'on se rend compte qu'il y a un soutien réel, parce qu'il y a une politique effective qui n'est pas évoquée ici, mais il y a des choix de politique étrangère, une politique étrangère menée par Abdelaziz Bouteflika, ce qui peut paraître dans le monde d'aujourd'hui une chose étonnante, mais une politique volontariste de se poser et de se construire comme la capitale des révolutionnaires, mais aussi un regard algérien sur le reste du monde qu'on perçoit dans certaines sources, dans certains entretiens ou dans certains récits, comme étant une posture relativement assurée,
parfois parfois à la limite de l'arrogance ou du pays qui a connu la Révolution et qui peut donc en redire au reste du monde. Je pense à des récits de jeunes Algériens étudiants et de leurs débats avec des Black Panthers en 1969 au moment du festival panafricain, où ils sont en désaccord sur un certain nombre d'interprétations de l'histoire, notamment la question du racisme anti-blanc, de la division du monde entre blancs et noirs, et où ces étudiants racontent dans les entretiens d'aujourd'hui comment ils ont expliqué aux gens que c'était plus compliqué. Ils ont expliqué aux Black Panthers que c'était quand même plus compliqué que ça, que leur représentation du monde était un tantinet simpliste et qu'en Algérie, où on avait vécu une vraie révolution, on comprenait mieux et plus finement ce qu'était l'impérialisme. Voilà, donc des tensions aussi et une posture assez assurée qui, je pense, pour des gens qui ont 20 ans ou 25 ans aujourd'hui, ne correspond pas ou correspond tellement pas à la position du pays dans les relations internationales d'aujourd'hui et dans le vécu d'aujourd'hui qu'il y a un étonnement à retrouver cette période. Une autre des questions que je trouve très intéressante et qui est posée par les personnages du film, c'est la question de la relation entre ces révolutionnaires à Alger et la ville réelle, ou avec le pays réel, ou avec nous rendus invisibles. Et c'est, je dois dire, quand j'ai commencé à travailler notamment sur le PANAF, c'était une des questions que je m'étais posée. Est-ce que les révolutionnaires à Alger ont constitué un espèce de milieu hors sol qui aurait été finalement déconnecté complètement du pays réel, une société un peu au-dessus de la société ou en dehors de la société? Et j'ai pas de réponse claire encore, mais des éléments de réponse. J'avais posé notamment, quand je l'avais interviewée, la question à Kathleen Cleaver de savoir est-ce que dans le temps dans les plusieurs années qu'elle a passées à Alger, est-ce qu'elle a eu l'impression de comprendre quelque chose du pays, de connaître quelque chose du pays? Elle a rigolé, elle m'a dit: je pense qu'il était impossible de connaître et de comprendre dans l'Alger de l'époque où l'information circulait très peu et où on s'échangeait de l'information comme une valeur très très rare. Il était presque impossible de comprendre les dessous de la politique algérienne. C'est le cas aussi dans les travaux de certains chercheurs. Je pense à Paula Sambra qui a interviewé des militants révolutionnaires en Amérique latine qui tous parlent de l'Algérie, beaucoup y sont allés, mais qui au bout de quelques entretiens s'est rendu compte que tous parlent de l'Algérie mais personne ne parle de l'Algérie. Tous parlent d'Alger mais peu d'entre eux ont des choses tangibles, concrètes, de la rue, des gens, des rencontres ou de la connaissance du pays dans le temps qu'ils y ont passé, qu'il y a aussi une projection fantasmatique très forte dans ce slogan qu'on entend « Back to Africa », revenir en Afrique, c'est revenir dans une Afrique qui est aussi mythifiée et se rendre compte ou ne pas se rendre compte parfois que peut-être la réalité de la ville n'est pas celle de cet Alger mythifié. Et en même temps, il y a des choses très concrètes et très simples de la vie quotidienne des gens. Je pense à des anciens lycéens qui étaient lycéens dans les années 60 et qui se rappellent comment, à l'instigation de leurs profs d'histoire, ils collectaient leur argent de poche mensuellement pour aller le donner à l'ambassade du Vietnam, voilà, pour soutenir la cause dans le quotidien, ou comment ils avaient dans leur classe d'anciens combattants du Frélimo ou du MPLA qui avaient été envoyés là pour s'éduquer, se former, des gens qui avaient d'autres vies que les leurs, qui avaient des familles qui étaient restées, ou des enfants qui étaient restés au pays, alors que eux considéraient qu'à 15 ans, c'était pas l'âge
de cela. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a une question autour de la ville révolutionnaire, oui, mais la ville révolutionnaire dans la vraie ville ou déconnectée peut-être de la vraie ville ou pas complètement. Et la troisième question que je me suis posée en regardant ce film, elle est posée par ce moment où les photos sont enlevées parce que les uns et les autres sont... Alors, les catégories sont très claires, peut-être trop claires. Alors, il y a ceux qui sont morts, ça, oui. Il y a ceux qui ont retourné leur veste, il y a ceux qui ont abandonné la lutte. Je me suis demandé quand est-ce que ça se termine, cette capitale des révolutionnaires. Je me suis demandé de façon générale quand est-ce que ça se termine, cet âge des indépendances. Peut-être pour Alger, les choses se dessinent de façon autour de quelques événements. Bien sûr, il y a la mort de Boumedienne en 1978. Probablement, Alger est en écho aussi avec la sphère arabo-musulmane plus large. Sans doute 79 joue son rôle avec la révolution iranienne et le moment où la révolution n'est plus la révolution pour les indépendances ou la révolution socialiste, mais la révolution peut être la révolution conservatrice, la révolution islamiste, et qu'il y a une bascule qui se joue à ce moment-là. C'est le moment où voilà, beaucoup de pays, ou la plupart des pays africains, pas tous, sont devenus indépendants. Les derniers pays arabes à obtenir leur indépendance sont les Émirats en 1971. Donc probablement la dynamique faiblit et perd de son énergie pour rentrer dans une autre phase du monde où Alger n'est pas connecté de la même façon, et du coup le retour joue aujourd'hui où on est situé, voilà, plusieurs dizaines d'années après cette bascule du monde aussi. Et du coup, voilà, je sais pas, à partir de là ou pas à partir de là, je ne sais pas si vous-même avez des réactions, des éléments de discussion sur ce film. Je vous ai proposé un certain nombre de fils qui sont évidemment les miens et liés à mes propres recherches, mais j'imagine et j'espère qu'il puisse y avoir d'autres questionnements